La Côte d'Ivoire a mal et pleure Amadou Gon Coulibaly, jusque-là Premier ministre et candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP à la prochaine élection présidentielle. Au-delà de la douleur et du deuil, comment s'annonce désormais ce rendez-vous électoral tant attendu et quelles perspectives pour le RHDP? Et puis globalement, comment ira la Côte d'Ivoire au plan socio-politique après cette épreuve? Ce sont là les grandes questions que nous aborderons aujourd'hui dans votre émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Périscope qui reçoit pour vous Mélégué Ngolo Traoré. Bonsoir. Bonsoir. Mélégué Traoré, qu'on ne présente plus, docteur en sciences politiques, diplomate chevronné, ancien ministre des enseignements secondaires supérieurs et de la recherche scientifique, ancien président de l'Assemblée nationale. Homme politique très actif et qui pose régulièrement un regard pertinent sur les grands sujets de l'heure. Mélégué Traoré préside aujourd'hui le Centre panafricain parlementaire, institution interafricaine à but non lucratif dont l'action est consacrée au développement et au rayonnement des parlements d'Afrique. Merci Monsieur Traoré et merci et bienvenue sur ce plateau. Merci. Mon deuxième invité s'appelle Joachim Vokouma. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste et directeur de publication de Casseto.net, le média en ligne qu'il a créé depuis juin 2016. Joachim Vokouma a longtemps séjourné en France, où il a notamment travaillé dans des magazines Jeune Afrique Économie, Continental, Marchés tropicaux et méditerranéens, ainsi qu'à Enjeux africains. Il a également été représentant de lefaso.net dans l'Hexagone. C'est donc un observateur averti des grands sujets et des enjeux politiques et économiques africains que j'ai le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui dans cette émission. Merci Monsieur Vokouma et bienvenue sur le plateau de Périscope. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir et ravi de vous retrouver pour le 103e numéro de votre émission Périscope. Seulement 6 jours après son retour à Abidjan, suite à son séjour de 2 mois en France pour des soins et du repos, le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, s'est éteint ce 8 juillet. L'annonce officielle de cette disparition est intervenue très vite à travers un communiqué du chef de l'État ivoirien, lu à la télévision par le secrétaire général de la présidence de la République et que je vous invite à suivre. Je viens vous faire la lecture d'un communiqué de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire est en deuil. J'ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, nous a quittés. En ce début d'après-midi, après avoir pris part au Conseil des ministres ce mercredi 8 juillet 2020 au palais de la présidence de la République. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus attristées à la grande famille Gon Coulibaly, à toutes les familles alliées ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils, Amadou Gon Coulibaly, qui a été, pendant 30 ans, mon plus proche collaborateur. Je salue la mémoire d'un homme d'État, de grande loyauté, de dévouement et d'amour pour la patrie. Il a incarné cette jeune génération de cadres ivoiriens de grandes compétences et d'extrême loyauté à la nation. Avec la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, la Côte d'Ivoire perd un modèle pour la jeunesse, un exemple de compétence, d'ardeur au travail et d'abnégation. Que son âme repose en paix. Fait à Abidjan, le mercredi 8 juillet 2020, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Émotion, affliction, chagrin, la Côte d'Ivoire est en deuil. La Côte d'Ivoire perd un homme de grande hauteur, de grande tenue. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle de la disparition de Amadou Gon Coulibaly
Mélégué Traoré. Oui, d'abord avec surprise, parce que c'est vrai, on savait qu'il était malade, hein, c'était pas caché, mais on ne pensait pas qu'il allait succomber. Alors ça a été une très grande surprise pour moi, un choc aussi parce que je le connaissais bien et parce que je le fréquentais depuis 1990, quand il a commencé à émerger, et puis nous sommes de la même région. Nous sommes de la même région, il n'y a que les Rabats, la rivière qui nous sépare. Certaines funérailles, on les fait ensemble d'ailleurs. Et il est une des plus grandes familles, c'est peut-être la plus grande famille du nord de la Côte d'Ivoire. Et donc, ça a été vraiment un choc pour moi. Et immédiatement, l'interrogation, c'est qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Qu'est-ce qui va se passer? On en parlera tout à l'heure. Joachim Vaucouma, comment avez-vous accueilli donc cette nouvelle? Comme l'a dit M. Mélégué Traoré, c'est aussi avec surprise parce que bon, on a suivi un peu son évacuation express à Paris, les soins dont il a bénéficié, son repos, son retour à Abidjan. On l'a vu voilà, marcher normalement comme quelqu'un qui est rétabli, qui a retrouvé tous ses moyens physiques et voilà, intellectuels. Donc, bon, il a assisté au Conseil des ministres. Hein, on a vu même jusque-là aux dernières images. Donc, sa disparition a été effectivement une surprise. On ne s'y attendait pas vraiment. Mais bon, dès que l'information a été communiquée, la nouvelle a été donnée, on se disait que ça pouvait aussi être dans l'ordre du possible. Parce qu'il avait déjà été transplanté du cœur en 2012. Tout à fait. Et ensuite, cette opération a été quand même assez longue à la Pitié-Salpêtrière. C'était laborieux. Bon, donc, quelque part, voilà, c'était peut-être aussi son destin de revenir voilà, quelques temps après, 2 jours après son retour, et puis de mourir chez lui. De succomber chez lui quelques semaines avant ce destin présidentiel qu'on lui prédestinait peut-être, je n'en sais rien. Amadou Gon Coulibaly était réputé grand travailleur, un homme aussi discret que rigoureux et efficace. Alors, Mélégué Traoré, vous l'avez sans doute mieux connu que nous tous sur ce plateau, en tout cas. Qui était-il vraiment et comment se positionnait-il sur l'échiquier politique ivoirien? Amadou, c'est d'abord un serviteur de l'État. C'est comme ça qu'il se présentait, c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière. Et vraiment, c'est la discrétion. C'est pas quelqu'un qui était expansif. C'est pas quelqu'un qui se mêlait comme ça des problèmes comme d'autres hommes politiques. Il n'était pas très voyant, il n'était pas très bruyant du tout. C'était vraiment la discrétion, mais un très gros travailleur. Tel que je l'ai connu, en tout cas, c'était un très très gros travailleur. Moi, je l'avais connu quand il était aux grands travaux. Et à l'époque, on ne pensait pas qu'il allait faire une carrière politique. Et puis, il faut bien voir que ça s'est produit au moment où la question de l'ivoirité pointait. Et je pense que la carrière qu'il a eue, il ne l'aurait pas eue, de cette façon-là en tout cas, si le débat ne s'était pas croisé avec celui de l'ivoirité. Et j'étais là-bas très souvent à l'époque. Et c'est certainement l'homme le plus fidèle à Alassane qu'on ait vu. Il a été très, très, très fidèle. Et à aucun moment, il n'a vraiment lâché Alassane. Aucun. C'est-à-dire, même quand il y avait des hésitations chez certains parmi eux, lui, non. Il n'y avait pas de doute. Il était toujours avec Alassane, quoi qu'il arrive. Et au point que ça a étonné certains au nord de la Côte d'Ivoire, parce que la famille de Gon Coulibaly, c'est la plus grande famille Senufo du Nord. Vous savez, les Senufo, c'est quoi? C'est 8 millions, c'est 6 millions de personnes, mais sur le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, une petite partie au nord du Ghana, une petite partie au nord du Togo. Mais pour les 50 dernières années, il n'y a pas eu quelqu'un comme... il n'y a pas eu une famille qui la valait. Et son arrière-grand-père, Peleforo, Coulibaly, en fait, ce n'est pas des Coulibaly, c'est des Soro. C'est des Soro.
Et son arrière-grand-père avait été combattre à Kong, à l'époque du royaume de Kong. Et ensuite, il est parti combattre à Sikasso, avec les rois de Sikasso, contre l'attaque de Samori Touré. Et ça, c'est très important parce que c'est là vraiment qu'il a... Et c'est là qu'il a pris le nom Koulibaly. Sinon, c'est les Soro. Et il est revenu, ensuite, il est devenu le chef. C'est le dernier grand chef Sénoufo, je crois, sur les 3 pays. Et il n'y a pas eu l'équivalent du tout. Et jusqu'à aujourd'hui, chez nous, on parle de... On l'appelle Korok Bon. Bon, en fait, ça veut dire le chimpanzé. Et c'était son surnom, sinon ce n'était pas son surnom. C'est les descendants de Naguin. Naguin, c'était le fondateur du Korogo. Et l'autre point, c'est que fidélité à Alassane et puis fidélité dans ses convictions politiques. Ce qui n'est pas toujours le cas ni au Burkina d'ailleurs, ni en Côte d'Ivoire. Moi, je suis un homme politique. Ni dans d'autres pays. Ni dans d'autres pays, mais il a toujours été très, 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 très fidèle. Je me souviens que j'avais conduit là-bas en 2007, en tant que président du Parlement de l'UEMOA, du comité interparlementaire, une mission dans le cadre de la médiation pour la paix en Côte d'Ivoire. Et nous avons rencontré les différents partis. Donc on a rencontré naturellement Laurent Gbagbo avec son parti. On a rencontré évidemment, on les a tous rencontrés. Et lorsqu'on a rencontré à l'époque le RDR, il nous a tenu un langage qui était vraiment un langage que nous avons trouvé très très sage. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'extrémisme chez lui. Et ça, c'est cette position équilibrée que j'ai surtout retenue. Alors, il y a l'envers de ça, c'est qu'on a toujours considéré qu'il était trop réservé. Et que dans certains cas, c'est les Sénoufos même du Nord qui disaient qu'ils ont du mal à l'approcher. Ça, c'est vrai. Mais pour l'essentiel, c'est vraiment un homme d'honneur, un homme de conviction, et un homme c'est un fidèle, c'est la fidélité. Alors, fidélité, loyauté, homme d'honneur, travailleur. Que retenez-vous de Amadou Gon Coulibaly? Comment l'appréciez-vous sur l'échiquier politique? Bon, je ne l'ai pas connu autant que... On a eu une belle leçon d'histoire. Moi, je l'ai connu à Paris. Je l'ai connu à Paris au milieu des années 90. Il était avec le duo avec Henriette Diabaté. Et c'est eux qui tenaient le flambeau du RDR à Paris. À l'époque. Et le RDR, c'est le Rassemblement des Républicains à l'époque. Et qui organisait des conférences de presse, des meetings, des manifestations. Et chaque fois quand j'y allais, ce qui m'avait frappé chez lui, c'est qu'il est très posé, intellectuellement posé. Il a un bagage idéologique assez épais, assez consistant. Et quand il s'exprime, c'est avec clarté. Et c'est assez amusant parce que quand on lui pose une question qui l'agace, là il est très éloquent. Ça m'avait frappé. Quand il est un peu agacé, énervé, il est très éloquent et il avait tenu pendant plus d'1 heure comme ça une conférence de presse qui m'avait frappé. Et j'avais remarqué effectivement qu'à chaque fois, il citait Alassane Ouattara, sa référence était Alassane Ouattara, à qui il renouvelait à chaque instant sa fidélité. Il disait voilà, c'est l'homme qu'il fallait à la Côte d'Ivoire. Et puis, bon, évidemment, on a su les circonstances dans lesquelles leurs chemins se sont croisés. Il a parlé des grands travaux, l'autre qui vient à la primature en Côte d'Ivoire, puis ils se croisent, et puis le RDR. Bon, j'ai même appris que c'est lui qui a mené Alassane Ouattara au RDR. Et par la suite, pendant qu'il y a des divergences, d'autres partaient, lui, il est toujours resté à côté de Ouattara, quelles que soient les circonstances. Et en tout cas, moi, lui, comme Henriette Diabaté, pour moi, ce sont les deux qui sont les très proches, fidèles, et qui n'ont jamais trébuché. Qui sont toujours restés avec Alassane Ouattara. Quelles que soient les circonstances. Ouais. Et effectivement, Amadou Gon Coulibaly a été donc de tous les combats avec Alassane Ouattara, au-delà de sa famille politique et notamment de la personne même du président Alassane Ouattara, qui en a fait son fils et son dauphin. La Côte d'Ivoire perd donc un grand serviteur de la nation. Il était député de 1995 à 2000, il était maire de Korogo, il a été plusieurs fois ministre à différents
différents postes ministériels, et notamment à l'agriculture, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République entre 2011 et 2017, ministre du budget et du portefeuille de l'État, et puis Premier ministre depuis janvier 2017. Aussi, c'est de façon unanime que la classe politique ivoirienne a rendu hommage à cet illustre disparu, dont elle a salué l'abnégation au travail. Et même hors du pays, l'émotion reste assez remarquable. Oui, il faut bien voir que l'interpénétration entre les classes politiques de la Côte d'Ivoire et du Burkina date des années 50. Et cette interpénétration a pu changer de modulation, mais elle n'a jamais cessé. Et la crise que la Côte d'Ivoire a connue, paradoxalement, a amené, c'est-à-dire a approfondi l'interpénétration entre les deux classes politiques. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire notre génération, quels que soient les partis politiques, mais c'est le MPP qui est au pouvoir, eh bien, les principaux responsables parmi eux, à commencer par le chef de l'État, c'est des gens qui ont côtoyé Gon Coulibaly pendant toute la crise ici, parce que pendant la crise, il a joué un très très grand rôle. Et au niveau de la sous-région, au niveau de l'UEMOA, il était très discret, parce que une de ses caractéristiques, c'est la discrétion. Mais on savait que son rôle était essentiel. Et c'est un des piliers du système à Ouattara. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut dire. C'était les principaux piliers du système Ouattara. Il y en a d'autres, mais ce n'est pas toujours sur le même plan que Gon. Oui, oui. C'est pas sur le... Est-ce que vous pensez que Gon Coulibaly était finalement un homme au-dessus des clivages politiques? Puisqu'il il apparaît comme un homme assez consensuel finalement. Non, il est assez consensuel, mais je ne pense pas qu'il était au-dessus des clivages politiques. Non, c'était clair qu'il était... c'était le RDR, rien que le RDR. Et ensuite, ça a été donc le RHDP, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir l'ouverture. C'est ça qui est intéressant. Il avait ses convictions qu'il défendait avec force, mais ça ne l'empêchait pas. La mission dont je vous parle, je me rappelle, ces échanges avec Afi N'Guessan. Quand nous avons rencontré en 2007 les gens du FPI, et on était à leur siège. Ensuite, on a rencontré évidemment au siège du RDR, Gon Coulibaly avec Henriette Diabaté, qui, elle, c'est pareil, c'est vraiment la fidélité absolue. La fidélité absolue. Et puis, vous ne savez peut-être pas, mais elle a un lien particulier avec le Burkina. C'est l'ancienne épouse de notre premier, de John, qui a été notre ambassadeur aux Nations Unies, notamment, et ensuite qui a fini sa carrière à l'UNESCO. Et donc, elle a gardé ce lien. C'est une excellente historienne. Oui, bien sûr. Ah oui, elle a écrit un livre formidable sur sa zone du nord-est de la Côte d'Ivoire. Oui, je vous voyais acquiescer de la tête. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose là-dessus concernant Henriette Diabaté? Non, moi, comme je disais tout à l'heure, c'est à Paris que j'ai connu Henriette Diabaté. Puis après, je l'ai rencontrée aussi à Abidjan. Mais c'est une femme qui a de la conviction. Et elle est d'un calme de fer, et quand elle parle, c'est avec assurance. Il n'y a pas d'énervement chez elle. Elle se maîtrise sa parole, elle dit ce qu'elle a dit, elle n'a pas besoin de crier pour dire ses convictions. Et quand elle le dit avec sa voix douce, calme, tu sens que c'est une position qu'elle a défendue, il n'est pas question qu'elle lâche, qu'elle bouge d'un iota. C'est ça. Voilà, ça c'était aussi une personnalité qui m'a frappé. Et elle m'avait raconté un peu l'histoire de leur région, où les danses traditionnelles en plein clair de lune sur le sable, qui a d'ailleurs donné un peu la dérive, enfin un peu la dépravation, c'est le mot dire, le mapuka qui a donné, voilà, ça vient de leur danse traditionnelle qui a été un peu dévoyée. Voilà, dévoyée, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Pour donner finalement ce qu'on observe. Alors, quand je vous écoute, on a donc le sentiment qu'Amadou Gon Coulibaly était un homme qui s'est
préparé dans le calme. Ce choix de Alassane Ouattara était donc finalement un choix raisonné, un choix de conviction. Se dit que c'était lui ou personne d'autre. Ah, c'est pas vrai. Ça a été raisonné, mais il y avait de la concurrence. Et, oui, mais Alassane Ouattara, lui, il était convaincu que c'était l'homme qu'il fallait utiliser. Pour l'homme qu'il fallait, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de la concurrence au sein du parti. Il y en a eu. Bien sûr. Mais il faut bien voir que le système, je l'appelle le système Ouattara, comme je dirais le système Blaise Compaoré ici, le système Sassou Nguesso au Congo, etc. Le système Alassane Ouattara n'aurait pas pu s'installer et s'incruster avec une telle solidité dans le paysage politique ivoirien sans des gens comme Gon Coulibaly, je ne crois pas. Ils sont quelques-uns comme ça, auxquels c'est difficile de... Quand vous allez à Abidjan actuellement, vous savez, quand on est au pouvoir, il y a toujours des dérapages, il y a toujours des erreurs qu'on commet. On a connu ça, même nous, c'est ce qui est naturel. Mais autant on reproche certaines choses à l'entourage d'Alassane, à un certain nombre d'hommes politiques au pouvoir en Côte d'Ivoire, notamment certains styles de vie qui ne manquent pas d'arrogance. Mais ça, on ne l'a jamais reproché à Gon Coulibaly, dans leur groupe, là. Jamais. Oui. Et donc, je pense que ça ne veut pas dire que si ce n'était pas lui, ça n'allait pas ça aurait été un autre de toute façon, parce que c'est un parti qui a ratissé large, qui a attrapé à droite, à gauche, en gardant le noyau de départ qui était avec Kobina, le fondateur du RDR. Mais lui, il est resté vraiment... tous les petits dérapages qu'on leur reproche maintenant, vous ne trouverez pas Gon Coulibaly dedans. On ne trouvera pas... Parce que vous pensez, Joachim Vaucouma, si cela n'était pas arrivé, si ce drame n'était pas arrivé, que Gon Coulibaly aurait fait, on ne le saura peut-être pas, un bon président. On regarde ce que vous savez de l'homme, on regarde ce que vous savez de l'homme, de sa capacité d'écoute, de travail, d'abnégation, d'efficacité, de rigueur. Est-ce qu'il a les qualités pour faire un bon président? Non, après le parcours qu'il a eu, l'expérience qu'il a eue, les hommes qu'il a fréquentés, les crises qu'il a contribué à régler, tout. Bon, après tout ce parcours-là, il a quand même le gabarit pour diriger un pays comme la Côte d'Ivoire. C'est une évidence. Maintenant, son choix par Alassane Ouattara, il a bien dit dans son hommage, un frère, un ami, un fils. Bon, je pense que c'est beaucoup plus par sentiment que son choix s'est porté sur Gon Coulibaly. Comme disait le professeur Mélégué, il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres qui avaient aussi du calibre, qui pouvaient aussi, qui avaient du répondant. Mais sauf effectivement, lui, il ne défrait pas la chronique. Il ne défrait pas la chronique, contrairement à d'autres personnes. C'est un homme courtois, très rangé et qui fait les choses, mais très proprement. Voilà. C'est d'ailleurs c'est ce qui est remarquable chez lui et qui ne fait pas de vagues non plus. Voilà. Donc, c'est peut-être des éléments qui ont contribué à pousser Ouattara à le désigner comme son dauphin, et le propulser à la candidature de la présidence. Surtout que cela s'est fait après un long compagnonnage de 30 ans. Je pense que, sincèrement, la question de la réconciliation en Côte d'Ivoire qui se pose réellement depuis 1999 a perdu ici quelqu'un. Parce que probablement, avec quelqu'un comme Gon Coulibaly, on aurait eu beaucoup plus de chances d'ouverture vis-à-vis de l'opposition et qui rassure aussi l'opposition. Parce que je sais ce que les gens du FPI pensent de lui. Ça les aurait rassurés beaucoup plus quelqu'un comme lui, qui était prévisible à cause justement du calme dont a parlé Vaucouma.
Ouais. de son manque de radicalisme. Et ça aurait été un très bon interlocuteur pour l'opposition. Un très bon interlocuteur pour l'opposition. Malheureusement, le destin, est-ce vraiment le destin? On a décidé autrement. On le savait malade. Il avait été greffé du cœur, c'est en 2012, on l'a dit. Son récent séjour en France a nourri bien des polémiques. A-t-on forcé les choses quant à cette candidature à l'élection présidentielle, Mélégué Traoré? Moi, j'ai une position que je n'avais pas avant. Mais depuis hier que je réfléchis, j'ai reçu beaucoup de gens au bureau et j'étais avec l'ambassadeur Topan Sané, qui a été directeur de cabinet ici et longtemps ambassadeur au Mali. Et je lui disais que je me demande si tout le monde, y compris nous, on n'a pas péché par optimisme exagéré à propos de Gon Coulibaly. Quelque part, avec un tel mal du cœur, quelque part, on aurait pu s'interroger quand même, est-ce que vraiment il va tenir? Personne n'a posé cette question, nous tous. Mais rétrospectivement, quand on regarde quand même le genre de mal qu'il avait et la charge que suppose la présidence de la République, quelqu'un me disait ce soir, on l'a abattu avant qu'il d'accéder au pouvoir, pas abattre au sens d'avoir porté la main sur lui ou d'avoir monté un coup contre lui. Oui. Mais la charge là, elle est vraiment lourde. C'est une très lourde charge. Certains s'interrogent là-dessus. Sincèrement, moi-même, je m'interroge. Est-ce qu'on n'en a pas trop fait pour quelqu'un qui était dans cette position du point de vue santé? Alors, Joachim Nvokouma, a-t-on forcé les choses? A-t-on forcé cette candidature finalement? Est-ce qu'on n'a pas suffisamment pris en compte son état de santé pour se demander est-ce qu'il va pouvoir tenir? Bon, déjà, quand il est venu ici pour le TAC, préparer le TAC, le traité d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Voilà, bon, il avait déjà une démarche qui n'était pas d'un pas ferme comme ça. Alerte. Ouais, voilà. Et quand il a été évacué en France, on a cru que c'était une histoire d'une semaine ou 2 semaines. Exactement. Ça a duré 2 mois. 2 mois, exactement. Ça a duré 2 mois. Et quand il est apparu d'abord par vidéoconférence où il a discuté avec le président Ouattara, ce sont les images. Puis quand il est arrivé à Abidjan, il est descendu. Moi, j'ai regardé les images. N'était pas non plus rassurant. Voilà, c'était pas rassurant. Et quand on apprend dès le lendemain, il est au bureau, comme s'il voulait rattraper le temps perdu. Le temps perdu. Bon, on dit que c'est un bosseur, effectivement. Il avait le souci de rattraper ce qui devait être rattrapé. Est-ce que c'était pas trop par rapport à sa fragilité du point de vue de santé? Est-ce qu'il ne lui fallait pas un peu plus de convalescence pour un peu se refaire une santé? Bon, peut-être aussi il avait aussi en esprit la campagne qu'il devait mener, montrer que physiquement il tient la route, voilà, il est solide. En fait, c'est surtout ça, peut-être qui nous a tous trompés. Voilà, il a peut-être joué aussi à celui qui est solide, qui n'est pas malade, enfin qui est malade mais qui est guéri, et sur lequel on ne peut pas avoir de soupçon. C'est ça. Quant à sa capacité de tenir une campagne qui est quand même... c'est éprouvant. C'est éprouvant. Oui. C'est vraiment du sport de haut niveau quand on fait la campagne présidentielle. Et il a peut-être voulu montrer tous ces éléments-là dès son retour. Ça nous a peut-être tous induit en erreur. Bon, voilà. Maintenant, voilà. On peut spéculer comme on peut. Est-ce que le RHDP n'avait pas aussi besoin de cela pour rassurer les uns et les autres que son candidat est de retour et qu'il va prendre véritablement sa place, comme lui-même le dit? Le lion est de retour. Surtout qu'on le surnommait le lion. Non, il n'y a pas de doute que la perte, là, ça va être une perte pour le parti, mais une perte pour la Côte d'Ivoire et la sous-région. Et c'est clair qu'on doit avoir beaucoup d'interrogations aujourd'hui au sein du RHDP. Il n'y a pas de doute. Beaucoup d'interrogations au sein du RHDP. Pourtant, oui, même si on s'était inquiété pour lui
lors de ces 2 mois d'hospitalisation et de repos en France. Son retour à Abidjan, on l'a souligné tout à l'heure, c'était le 2 juillet dernier, avait plutôt nourri bien des espoirs. Lui-même disait qu'il était revenu en forme pour prendre sa place aux côtés du président Ouattara. Amadou Gon Coulibaly n'a du reste pas manqué de témoigner toute sa reconnaissance à son mentor. Images et sons de cette prise de parole du 2 juillet dans la séquence que je vous propose de suivre à présent. Au pied de l'échelle de coupée de ce Grumman 5 qui le ramène, le chef de l'État Alassane Ouattara et son épouse venus accueillir le chef du gouvernement. Le Premier ministre regagne Abidjan après 2 mois jour pour jour à Paris pour raison médicale. Des membres du gouvernement n'ont pas voulu se faire compter ce jour. Quand Amadou Gon Coulibaly s'ouvre à la presse, ses mots sont de remerciement pour le chef de l'État. Oui, cela fait 2 mois. Depuis le 2 mai dernier, que je suis allé à Paris pour un contrôle médical. Ce contrôle a dû être approfondi avec un besoin de repos. Et après ce contrôle et ce repos, me voilà de retour en forme. Monsieur le Président de la République, pendant ces 2 mois, matin et soir, vous m'avez donc appelé tous les jours, matin et soir. Oui, pour vous enquérir de mon état de santé, mais également pour m'informer de l'état du pays. Oui, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas imaginer ce que ces appels m'ont apporté. Ce que ces appels m'ont apporté comme force et énergie pour pouvoir donc traverser donc cette période. Merci, Monsieur le Président. Me voilà de retour en forme, a lancé Amadou Gon Coulibaly avec beaucoup d'optimisme et d'entrain. 6 jours après, le Premier ministre ivoirien succombera à un malaise. Avec sa disparition, s'écroule le scénario écrit par Alassane Ouattara pour assurer sa succession à la tête de l'État ivoirien. Le RHDP doit donc vite trouver un nouveau candidat pour l'élection prévue fin octobre prochain. Et la grande question que tout le monde se pose est qui? Alors qui, Mélégui Traoré? Personne ne peut dire ce sera qui, sauf Alassane qui peut nous dire c'est qui. Ah, je pense que le schéma auquel tout le monde pense, c'est qu'Alassane ne tient finalement pas ce qu'il voulait faire, parce qu'il n'a plus le choix et qu'il se présente malgré tout parce qu'il n'a pas le choix. Ça, c'est la question que beaucoup de gens se posent. Moi, je vois dans la région qui est la nôtre, qui est la même que à Korogo, si vous appelez quelqu'un au village aujourd'hui, ils se disent tous, ouf, Alassane va se présenter. Ça, c'est un premier scénario qui est possible. Je sais que beaucoup de gens insistent sur le fait qu'il avait promis, il s'était engagé, il doit respecter ça. Mais les circonstances ne sont plus les mêmes. Il avait pris cet engagement dans des circonstances très précises. Mais il avait pris soin d'ajouter qu'après tout, si les autres de sa génération tiennent à être candidats, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas l'être. Mais lui, il tenait à vraiment quitter la scène et à se faire remplacer par plus jeunes. Donc, il y a toujours cette hypothèse. L'autre hypothèse, évidemment, c'est de trouver quelqu'un d'autre au sein du RHDP. Il y en a. Je veux dire, parce qu'ils ont beaucoup de cadres. Hein. Ils ont arraché beaucoup de cadres aux différents partis politiques. Et ce serait que l'un d'entre eux, comme le vice-président, Kablan Duncan, auquel beaucoup de gens ont pensé pendant longtemps. Ouais.
qui était vice-président. Et souvenez-vous, quand il venait ici, je me souviens l'avoir reçu à l'Assemblée comme président de l'Assemblée. Et clairement, c'est un présidentiable, c'est pas de la blague. C'est pas comme... Il y a d'autres là-bas qui s'agitent, je ne vais pas donner des noms, mais qui ne font pas président. Qui ne font pas. Quand on voit un président, ça se voit là. Ça se sent. Ça se sent là. Il ne faut pas. Ah bon? Ouais, ça se sent. Alors, Mélégué Traoré dit que ça se sent quand on voit un président. Est-ce que Joachim Vaucouma sent le président à plein nez et de loin? Bon, lui, il a fréquenté le président, donc il est quand même mieux placé pour apprécier tout ça. Mais, il y en a d'autres. Disons, oui, mais bien sûr de toute façon, il faudra bien choisir un candidat. Et, avant d'en venir à ce choix du candidat, il faut quand même préciser que chronologiquement, c'était bien avant que Alassane Ouattara avait dit que si les autres de sa génération, il irait aussi pour finalement revenir, pour dire qu'il faut passer la main et céder la place aux jeunes. Et une annonce qui s'est suivie par la suite très rapidement du choix de Amadou Gon Coulibaly pour lui succéder. Alors, pour aller méthodiquement, parlons d'abord de cette hypothèse qu'a plantée Mélégué Traoré de Alassane Ouattara qui revient sur sa parole et qui y va finalement. Bon, moi je ne pense pas qu'il va revenir sur sa parole. Parce qu'il l'a dit à plusieurs reprises, il a même dit, devant le Parlement. À Yamoussoukro, voilà. Devant le Congrès. Le Congrès. De façon solennelle. Hein? Ça a été une surprise, il a dit, voilà, je ne me présenterai plus. Bon. Effectivement, il avait dit, souhaiter que les gens de sa génération laissent la place aux autres. Mais je pense que s'il veut rentrer dans l'histoire comme un grand homme d'État, il faut qu'il reste sur ses positions. On ne décide pas parce qu'un tel a décidé. On ne dit pas je fais ceci parce qu'un tel aussi va faire. Ou je ne fais pas ceci parce qu'un tel ne va pas faire. Et dire que je vais finalement être candidat parce que Bédi est candidat, parce que Gbagbo est candidat. Et parce que mon poulain... Bon, parce que mon poulain... à mon avis, ça, ce n'est pas la position d'un grand homme d'État. Voilà. C'est des positions de principe qu'il faut avoir. Dans le combat qu'il a mené contre l'ivoirité, bon, on a vu quelqu'un de décidé, de ferme, et qui a combattu un certain nombre d'injustices. Donc, il vaut mieux qu'il reste sur ce créneau-là et qu'on garde de lui l'image d'un homme qui a donné sa parole et qui a respecté sa parole sur des sujets importants comme la présidence de la République. À mon avis, s'il revient pour dire finalement, bon, compte tenu de on va dire, mais de toute façon, bon, c'est vrai que on dit que il n'y a que les imbéciles qui croient aux hommes d'État, aux hommes politiques, mais quand même, il faut garder un peu de crédibilité aussi pour les hommes politiques. Et s'il revient pour nous dire, oui, finalement, je vais faire ceci, on va dire, bon, de toute façon, ce ne sera pas sérieux de sa part. Et je pense que dans son entourage, il y a des gens qui ont du coffre. On a parlé de Kablan Danka, mais on a parlé aussi, oui, Kablan Danka, il y a Amadou Ben Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale, il y a même celui qui a annoncé... Patrick Hachi, le secrétaire général de la présidence de la République. Voilà, qui vient du PDCI, et qui est devenu un fidèle, voilà, très, très fidèle à Ouattara. D'ailleurs, lorsque Ouattara avait dit qu'il n'était pas candidat, bon, il avait dit non, bon, est-ce que c'est une bonne décision, il faut revoir votre position. Bon, enfin, j'ai vu un de ses discours, c'était un peu panégyrique, il était très, très emballé, très enthousiaste sur le profil de Ouattara. Mais pourquoi pas, lui aussi, ce serait d'ailleurs un pied de nez face à Bédié, hein, puisqu'il vient du PDCI. Il y a lui, il y a aussi Ahmed Bakayoko, dont on parle aussi beaucoup. Ahmed Bakayoko. Mais bon, dans le scénario qui pourrait se dessiner, moi je pense qu'il a assuré l'intérim de la primature quand
Amadou Gon Coulibaly est parti en France. Bon, pour moi, je verrais bien à la primature conserver ce poste. Peut-être que ça va libérer un poste dans la bataille pour la candidature à la présidence. Voilà, je ne sais pas, on n'en sait rien, mais lui aussi, il a des ambitions. Il peut prétendre, toutes les ambitions sont légitimes. Il peut prétendre aussi à la candidature. Donc il y a un jeu de positionnement et de repositionnement qui va se faire. Est-ce que là, justement, les appétits ne sont pas acérés? Ah oui, de toute façon, celui qui va être déterminant dans le choix, c'est Ouattara. C'est Ouattara. Est-ce que Ouattara voit Ahmed Bakayoko un bon candidat qui a le profil à peu près, voilà, tout le sérieux qu'il avait pour Gon Coulibaly? Je ne sais pas, ça c'est la question qu'on peut poser. Tout le monde, surtout que ces derniers temps, il était dans une actualité qui n'était pas heureuse, hein, Ahmed Bakayoko. Ouais, il faut donc tenir compte de tout cela. Il faut tenir compte de tous ces éléments-là, parce qu'on ne sait pas, ça peut rebondir d'un moment à l'autre. À tout moment. Et il vaut mieux éviter les casseroles qui pourront faire du bruit pendant la campagne présidentielle. Alors, il y en a qui ont proposé, par exemple, qu'on organise plutôt une sorte de primaire au sein du RHDP. Que pensez-vous de cette idée? La primaire, je trouve que c'est trop tard. Parce que l'avantage de la primaire, c'est quoi? Effectivement, ça fait démocratique. Vous avez vu au CDP ici. Mais l'inconvénient de la primaire, c'est que ça divise les gens. Ça crée la division dans les partis. Et il faut du temps pour recoller les morceaux avant d'aller en campagne. Le temps qui reste en Côte d'Ivoire, là, aujourd'hui, s'il faut organiser une primaire au RHDP, départager les gens et recoller les morceaux, je crains que ça soit une expérience hasardeuse. Oui, c'est vrai, mais le Traoré, d'autant que le temps presse, il ne reste que 3 semaines pour déposer mais je vais revenir dossier. sur un point. Vous savez, dans la politique ivoirienne, il y a toujours un facteur qui compte, mais qui n'est pas dit, c'est le facteur ethno-régional. C'est-à-dire que même dans le choix du candidat, parce que c'est clair que si ce n'est pas Alassane, et je pense aussi quand même comme Vokouma que quelque part, même si le fait qu'Alassane se présente, c'est de l'assurance quelque part pour le RHDP, quelque part, c'est-à-dire sa posture, son envergure va être atteinte s'il devait. Mais en politique, vous ne pouvez pas savoir, on ne peut pas savoir. En revanche, dans le choix des gens, le choix qui va être fait, même si ce n'est pas dit, il y a toujours les calculs ethno-régionaux. C'est-à-dire qu'on a une classe politique, c'est différent du Burkina. Au Burkina Faso, jamais un homme politique ne se hasarde à s'identifier à une région. On a vu quelqu'un qui a essayé ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est brûler les airs. Et c'est depuis le début. Oui. Le premier parti politique qui a été créé ici, en 1945, qui était l'Union pour la défense des intérêts de la Haute-Volta, était un parti Mossi, au départ. Au départ. Ça n'a pas fait un an. Ça dit très rapidement, le Moro Naba, comme qui avait poussé à ça, et les quelques intellectuels qui étaient là, se sont aperçus que ça allait amener tellement de divisions, et puis surtout immédiatement, les gens de l'Ouest, les nazis bonis, ne voulaient pas adhérer. Très très rapidement, on s'est rendu compte qu'il valait mieux raisonner en tant que nation. De telle façon, c'est depuis ce temps, immédiatement, l'union là s'est transformée en union voltaïque. C'est-à-dire c'est le parti qui s'est transformé jusqu'à être aujourd'hui l'ADF-RDA. Depuis ce temps-là, on n'a jamais eu ce genre de problème ici. En Côte d'Ivoire, c'est complètement différent. C'est ça. En Côte d'Ivoire, ça se joue à cause de l'histoire récente, depuis la mort d'Houphouët-Boigny. Ça se joue sur les sensibilités régionales. Et on ne sait pas, dans le choix qui va être fait, comment ils vont trouver la formule. Ben, quel que soit celui qui va être choisi, il est obligé de compter avec ça, ne serait-ce que pour la constitution de l'équipe qu'il va faire, quand il va, si jamais il réussit. Mais c'est clair que l'équation est très très difficile. Et je répète,
le facteur déterminant dedans, c'est le facteur personnel d'Alassane, le choix qu'il va faire. C'est comme ça que ça va se passer. Choix cornélien, sans doute. J'ajoute quelque chose. Oui, mais beaucoup de gens ont parlé depuis hier. Quelques personnes ont imaginé, miracle, qu'on fasse revenir Guillaume. Guillaume Soro. Oui, j'ai entendu ça. J'allais en parler. Vraiment, j'ai entendu ça Oui. chez plusieurs personnes. Oui, bien sûr, ça fait partie de... Moi, je n'y crois pas personnellement, mais on ne sait jamais. Mais en tout cas, l'hypothèse a été avancée par quelques personnes qui disent, mais au fond, pourquoi Alassane ne ferait pas revenir Guillaume pour être le candidat? À mon avis, ça va être extrêmement difficile. Peut-être pas à cause d'Alassane, mais à cause de son équipe, de l'entourage qu'il y a, ce serait très difficile de faire accepter ça. Alors, comme on le dit, hein, la politique a ses raisons que la oui, raison mais ne on ne connaît sait pas. jamais, on ne sait pas. Et il ne faut jamais dire jamais. Comment Guillaume Soro se positionne actuellement dans ce jeu électoral avec cette nouvelle donne que constitue donc la disparition de Amadou Gon Coulibaly? Je pense que pour Guillaume Soro, ça ne change pas grand-chose. Parce qu'il est hors du pays. Voilà, et il est sous le coup d'une condamnation. D'une condamnation. Même si la Cour africaine avait demandé à la Côte d'Ivoire de rapporter la décision qu'il a prise et tout contre lui et de libérer les prisonniers pour Soro, qui sont encore dans un de nos compatriotes, là, son nom c'est Djibo Mamadou, qui a été aussi arrêté pendant qu'il était au siège du parti de Guillaume Soro. Oui. Donc, tous ces éléments-là, lui, là où Guillaume Soro est, son problème, c'est de pouvoir rentrer. Et comme il ne peut pas rentrer, il est pour l'instant hors jeu. J'ai posé la question à un de ses proches, est-ce que c'est possible que si Alassane Ouattara fasse appel à Guillaume Soro, quelle serait votre position? Votre position? Bon, il y a des préalables. Libérer les prisonniers, bien sûr. Voilà, libérer les prisonniers, arrêter les procédures judiciaires qui sont parfois, puisqu'on a arrêté des députés vraiment en toute illégalité, oui. Qui couplissent en prison. Donc ça, ce serait quand même des préalables. Mais il y a quand même beaucoup d'autres sujets comme la CI, la composition de la CI qui pose un problème. La commission électorale indépendante. Voilà, la commission électorale indépendante, les cartes d'identité, l'enrôlement, le statut même de la CI. Je me suis rendu compte que, contrairement au Burkina, parce qu'au Burkina, c'est tripartite. Il y a l'opposition, la majorité et la société civile. Ce n'est pas totalement comme ça. Et ici, la CI, c'est à un statut d'institution, la République. Là-bas, ce n'est pas le cas. On a un budget qui est voté par l'Assemblée nationale. Là-bas, donc, il y a beaucoup de choses qui ne plaisent pas trop au pro-Soro. Donc là, ce sont des éléments. Ça veut dire qu'ils posent des conditions, des préalables, mais ils ne disent pas clairement non, on n'ira pas. Non, en tout cas, ceux que j'ai eu au téléphone n'ont pas dit un non catégorique, mais en tout cas, s'il faut le faire appel à lui, certainement, il y aura des préalables. Et c'est réglé. C'est tentant. L'essentiel. Alors, mais le maître aurait dit que c'est tentant. Il sait de quoi il parle. L'essentiel. Non, c'est tentant. Moi, je sais que Guillaume, vous savez, ça vaut 3 ans que Guillaume m'avait toujours dit, lui, il va se présenter quoi qu'il arrive. Ça vaut au moins 3 ou 4 ans qu'il m'a dit ça. Il me disait toujours, dans tous les cas, je vais me présenter de toute façon. Et la situation dans laquelle il est, il ne s'imaginait pas qu'il allait être dans cette situation un jour. Et il s'est retrouvé dans cette situation qui est extrêmement difficile. Je l'ai écouté on a repassé sur RFI là, je l'ai écouté. La manière dont est la classe politique ivoirienne, ça sera extrêmement difficile pour lui, sauf si Alassane le veut. En dehors de cette hypothèse-là, je ne vois pas bien aujourd'hui qu'il puisse forcer et revenir comme ça. Je ne crois pas. Alors, Guillaume Soro, pratiquement hors jeu, Laurent Gbagbo aussi. Jamais, moi, je sais pas. Bon, aujourd'hui, c'est ce qu'on peut dire, Laurent Gbagbo aussi,
cette course à l'élection présidentielle va sans doute se jouer entre Henri Konan Bédié, qui donc va être investi candidat du PDCI-RDA, et le candidat du RHDP, que ce soit Alassane Ouattara ou quelqu'un d'autre de son camp. Bédié, je pense qu'il a toujours en travers de la gorge le coup d'État qu'il a de 1999, parce qu'il n'a pas terminé son mandat. Quand il est arrivé, il avait fini le mandat. Il veut revenir pour terminer son mandat. Il avait fini le mandat de son père, enfin de son père, le président Houphouët-Boigny, son père spirituel, je veux dire. Et puis, il a été élu en 1995, il n'a pas pu terminer, il a été renversé. Bon, donc, dans l'esprit de la Constitution, rien n'interdit qu'il se présente pour un deuxième mandat. C'est une façon de parler, mais à son âge aussi, on avait pensé qu'il allait aussi prendre du recul, mais bon, lui il est convaincu qu'il est capable de porter le PDCI au pouvoir et de retrouver sa place qu'il a perdue brutalement, et qu'il aurait, parce qu'il attendait cette place-là, de revenir. Il attendait un retour d'ascenseur d'Alassane Ouattara qui n'est pas qu'il a eu avec le avec le RDR, c'était ça. Il a soutenu Ouattara en 2010, puis en 2015, où il a vraiment fait la violence sur ses partisans pour ne pas qu'il y ait un candidat PDCI. Et ils ont soutenu Ouattara qui a été élu haut la main dès le premier tour. Et l'accord, le deal, c'était que 2020, voilà, ce soit le PDCI qui présente un candidat qui est soutenu par le RDR, et s'il est élu, il nomme un premier ministre RDR. C'est ça le deal. Bon, donc, il était surpris de voir que... cette histoire de RHDP devient un parti politique fusionnant tous les partis alliés. Oui, mais... C'était une fusion forcée. C'était le RHDP, c'est un RDR plus quelques éléments du PDCI. Oui, bien sûr. Non, là... Alors, rapidement, parce qu'on a plus beaucoup de temps. Non, mais au niveau d'Alassane, ils disent que ce n'est pas exact, le deal. Ils disent que ce n'est pas ça le deal. C'est pas comme ça que ça s'était passé formellement parlant. C'était peut-être l'esprit. D'après eux, l'esprit était ça, mais il n'a pas été dit formellement que ce serait obligatoirement un candidat du PDCI. Mais ce n'est même pas ça la question. Aujourd'hui, même si ce n'est pas personne interposée, le combat qui vient, c'est un combat entre Bédié et Alassane. C'est vraiment ça. Soit c'est direct, soit alors Alassane va le faire par relais, c'est-à-dire par translation avec quelqu'un. Mais pour Bédié, il s'agit clairement... Il n'a jamais digéré. Moi je l'ai rencontré. Il n'a jamais digéré ce qui s'est passé en 1999, et il a toujours pensé qu'il doit revenir au pouvoir. Et ça, vous savez, quand quelqu'un est dans cette disposition d'esprit, c'est très difficile d'avancer d'autres arguments. Sinon, à 86 ans, il cherche quoi encore qu'il n'a pas encore eu. Mais lui, il ne raisonne pas du tout comme ça. Alors, on n'a plus de temps. Alors, très rapidement, en 30 secondes, le jeu politique ivoirien est complètement... Les cartes sont complètement rebattues. Mais ça nous concerne aussi. La promesse d'un rajeunissement du personnel politique est-elle vouée à l'échec? Très rapidement. Non, pas forcément, parce que, vous savez, moi j'ai dit toujours, il n'y a pas un jour où il y aura un décret pour dire une génération remplace l'autre. Maintenant, c'est la vague des jeunes. Oui, ça n'existe pas. C'est un processus social. Donc, c'est la dynamique sociale qui amène le changement de génération. Virtuellement, tous ceux qui ont notre âge à nous, c'est fini. Je veux dire, on est peut-être la dernière élection, l'avant-dernière élection, après ce sera fini. Ce n'est pas possible d'imaginer après qu'on va y aller encore. Si bien que quelqu'un qui a 86 ans et qui veut être candidat, forcément, ça pose. Alors pour moi, il faut rester dans ce schéma-là. C'est très classique entre deux partis. Il y a un combat assez classique entre deux formations et chacune essaie de voir les atouts qu'elle a. Alors, je pense que ça va se passer comme ça. Ça va se passer comme ça. Ça va être une élection difficile,
dans tous les cas. Une élection difficile, dit Mélégué Traoré. On se rappelle qu'en 2010, on a eu donc ces problèmes avec la crise qui s'en est suivie. 2010-2011 à la clé, on parle de 3000 morts. Est-ce qu'on est en capacité d'éviter une telle nouvelle crise? Non, je ne suis pas rassuré totalement par la situation qui peut voir en Côte d'Ivoire. La situation actuelle, je parlais de la CEI où il y a une crispation autour de ça. Et puis il y a le FPI, Laurent Gbagbo qui est encore dehors, qui veut rentrer, la CPI le libère, mais le maintient. Donc ça crée quand même un peu, on a le sentiment qu'il y a une manipulation politique dans la justice internationale. Oui. Voilà, et ses partisans le disent, même sans forcément être ses partisans, c'est pas interdit de le penser. Et donc, moi, je ne suis pas très... Le climat social, politique ne me rassure pas trop. Et comme disait le président Traoré, nous regardons, nous, Burkinabés, ici, nous regardons ça avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup d'appréhension, parce qu'on sait bien quelles sont les conséquences d'une instabilité politique de la Côte d'Ivoire, les conséquences chez nous. Et on l'a vécu depuis 1999. Et jusqu'à présent, on continue de subir le contre-coup de la crise. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, peut-être dans les semaines qui viennent, s'il y a des réformes, surtout au niveau de la CEI, la commission électorale indépendante, c'est surtout ça. C'est comme chez nous, vous voyez, tous les débats, toute la crispation autour de la CEI, la CENI. C'est ce débat-là qu'il faut mener, et la délivrance des cartes d'identité, l'enrôlement et le fichier électoral fiable, qui permettrait à tout le monde de pouvoir voter et que tout le monde puisse mener campagne tranquillement. Là, si les résultats ne sont pas contestés, bon, on peut imaginer que la Côte d'Ivoire va pouvoir peut-être ouvrir le chapitre de la réconciliation nationale. Parce que Ouattara, sur ce point, c'est un échec. C'est un échec et il faut ouvrir le chapitre de la réconciliation nationale. Il faut faire tout cela en un laps de temps. Les élections, c'est dans quelques mois. 3-4 mois maximum, ce n'est pas loin. Il va donc falloir y travailler pour éviter à la Côte d'Ivoire, à la sous-région et à l'Afrique une nouvelle crise avec de nombreux morts. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 103 qui recevait pour vous Mélégué Ngolo Traoré, président du Centre panafricain parlementaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. De toute façon, on est là pour vous. Merci. Et on est là pour le peuple burkinabé. Merci pour votre disponibilité. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Joachim Vokouma, directeur de publication de Casseto.net. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. La réalisation de ce numéro de Périscope porte la griffe de Clarisse Benao, que je remercie, ainsi que toute l'équipe technique qui l'a assisté. Ismaël Amadou était sur les caméras, Aminata Peggy Sanogo au son, Herman Gila s'est occupé des synthés et du prompteur. Quant à Idrissa Diallo, c'était le maître de la diffusion ce soir. La patronne de la cabine de maquillage aujourd'hui s'appelle Nouriatou Ouedraogo. Merci à toute l'équipe de soutien. Jean Fofana, maître d'œuvre de la technique, Valérie Zongo, responsable de la production, et Théophane Ouedraogo, Théophane Ouedraogo, responsable de la programmation, ainsi qu'à Didas Diallo pour le montage. Merci également à vous tous et à vous toutes pour votre fidélité à Périscope. Merci et prenons soin les uns des autres, surtout en ces temps troublés où chaque matin que l'on découvre est une grâce infinie et je vous le dis chaque semaine, chaque manifestation de solidarité est une victoire. Prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.